vais vous saisir du micro. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On arrive au point culminant de cet après-midi, ce premier jour de l'Aden Tech Forum, et c'est un vrai honneur. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et cet échange autour eh bien, des sujets de vie privée et de concurrence, comment les deux se mêlent. C'est un vrai honneur pour nous. Voilà, ici vous avez l'IAB France et la Mobile Marketing Association qui représente plus de 200 entreprises du marketing digital. Voilà, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot pour présenter nos deux invités. Donc Marie-Laure Denis, vous êtes diplômée de l'ENA, conseillère d'État, présidente de la CNIL depuis 2019. Grande expérience de la régulation puisque vous avez été membre du CSA et également de l'ARCEP. Henri Pifot, vous êtes diplômé de Centrale Supélec et de Sciences Po Paris. Vous avez fait une carrière à la Commission européenne et notamment à la DG Concurrence, dont vous êtes issu. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et puis, vous êtes depuis 2019 vice-président de l'autorité de la concurrence. Alors, un petit mot introductif sur le sujet, puis évidemment, le but, c'est d'échanger et de, évidemment, vous poser nos premières questions sur le sujet. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, comme les sujets évidemment de vie privée, mais aussi de concurrence sont au cœur eh bien, des bouleversements de notre marché, mais aussi d'ailleurs de l'innovation. On a des choses très concrètes, évidemment, notamment dans les actions, les engagements de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association. On pense fondamentalement que la concurrence et la vie privée ne sont pas opposées, qu'il y a des tensions qui peuvent être positives et des vraies synergies. On a eu des sujets, évidemment, et ça c'est assez donc, drôle de vous avoir tous les deux ce soir, puisqu'on a, on a deux plaintes en cours, voilà, dont évidemment on ne pourra pas parler dans le détail. Vous ne pourrez évidemment pas parler du fond de ces affaires, mais une plainte pour évidemment self-preferencing contre Apple ATT, bien sûr. Ça, c'est de votre côté, Monsieur Pifot, auprès de l'autorité de la concurrence. Et puis, sur le même acteur, Apple, cette plainte, finalement, nous a amené à découvrir la non-conformité, donc c'est nous qui le dit, mais il faudra que ça soit confirmé, évidemment, un moment par le régulateur, d'Apple pour ses propres usages des données personnelles et du tracking au sein de son propre écosystème, et ce qui a donné et ça a donné lieu à une plainte de France Digital, évidemment, et il y a une plainte en cours d'instruction auprès de la CNIL. Donc on voit déjà qu'il voilà, y a évidemment un mélange, puisque on parle de self-preferencing et évidemment Apple qui utilise ce qu'on appelle nous le privacy washing, donc le fait d'utiliser la vie privée comme une arme anticoncurrentielle. Les deux ici se mêlent. Alors on pourra parler évidemment d'autres sujets. Il y a le sujet du guichet unique dont on pourra parler également, et des législations et réglementations à venir sur tous ces sujets. Une première question pour vous deux, peut-être pour faire un point sur la coopération et les synergies, les tensions. Très simple, voilà. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Comment surmonter ces tensions et tirer les avantages de ces synergies? Voilà. Quel est l'état de l'art aujourd'hui des sujets sur ces deux sujets-là? Peut-être pour vous donner la parole en premier, je voulais choisir. Ah, donc ça sera Marie-Laure Denis. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette invitation, et je suis très heureuse d'une part de pouvoir dialoguer avec l'écosystème que vous représentez. Je suis très heureuse aussi d'avoir l'occasion d'échanger avec l'autorité de la concurrence, avec laquelle la CNIL a vraiment de nombreuses interactions. Ces interactions, elles sont liées bien sûr à un contexte économique qui, depuis une dizaine d'années, a vu une massification des données et une concentration de la collecte, de la combinaison, de la monétisation de ces données au sein de quelques acteurs qu'on peut compter sur les doigts d'une main, peut-être de deux mains, essentiellement, mais pas seulement, bien sûr, et naturellement donc les cadres réglementaires à la fois de la protection des données et
en matière concurrentielle interagissent depuis un certain temps déjà, puisque en 2013 déjà la CNIL était sollicitée par l'autorité de la concurrence en ce qui concerne l'accès à la base de données d'un opérateur historique en matière d'énergie qui est GDF Suez, et on voit bien d'ailleurs à travers cet exemple que la question des données a été une clé d'entrée aussi pour la régulation concurrentielle, notamment en ce qui concerne les marchés dominés par une sorte de monopole d'un opérateur public. Ça a été le cas là pour l'énergie, mais ça a été le cas aussi pour les télécoms, ça a été le cas aussi pour le ferroviaire. Il y a eu, mais ça c'est pas tellement mon secteur, mais des décisions de l'autorité de la concurrence contre France Télécom, la SNCF, GDF Suez, etc. Par ailleurs, en 2016 aussi, je ne peux pas dire que je m'en souvienne parce que j'y étais pas, mais la CNIL avait été auditionnée par l'autorité de la concurrence précisément, je crois, sur le marché sur la question de l'information en matière de publicité digitale. Et puis on a bien vu aussi, mais depuis là pour le coup très peu de temps, à quel point la question des données personnelles et même le RGPD très concrètement est rentrée dans les décisions même des autorités concurrentielles. Je pense naturellement à la décision de février 2019 de... Alors j'ai mis beaucoup de temps à essayer déjà de le prononcer à peu près correctement en français. En allemand, je ne sais pas ce que ça donne, mais du Bundeskartellamt, qui est l'autorité de la concurrence allemande, qui... en tout cas, a interdit à Facebook de combiner des données ou à... en tout cas qualifier ces comportements d'abus de position dominante sur la base du RGPD. Alors après, il y a des incertitudes d'ailleurs sur ces interactions, puisque la décision n'est pas définitive et dans un flipper de juridiction contentieuse. Voilà. Je voyais qu'à la fin de la semaine dernière, l'autorité italienne sanctionnait à hauteur de 20 millions d'euros Apple. Merci de le signaler. Il y a un autre acteur et Google, je crois, et également sur des questions de modalités de collecte et de recueil des données. Et puis, vous avez signalé dans votre propos introductif, Nicolas, la décision rendue en mars par l'autorité de la concurrence, en l'état de l'instruction, parce que ce n'est pas une décision au fond, sur le litige que vous avez introduit avec la Mobile Market Association, l'UDECAM, le SRI, et puis naturellement donc l'IAB, et Isabelle de Silva, dans son discours d'adieu, entre guillemets, en octobre, disait que c'était la première fois que l'autorité de la concurrence faisait entrer en tout cas le droit de la protection des données dans une décision qu'elle avait prise. Donc ce que je voulais dire aussi, mais brièvement pour laisser mon camarade s'exprimer, c'est que le RGPD, c'est aussi un levier, je crois vraiment, un levier de concurrence et potentiellement d'innovation d'une façon presque intrinsèque. D'abord parce qu'il y a un droit dans le RGPD qui est peut-être le nouveau droit le plus important auquel, je crois, peut-être peu de gens encore attachent suffisamment d'importance, qui est le droit à la portabilité des données dans le RGPD, pouvoir récupérer ces données sous un format lisible par une machine interopérable. Si je suis sur un réseau social, pouvoir récupérer mes données, aller sur un autre réseau, par exemple. Donc ça, c'est par définition, ça casse les effets captifs, ça permet, en tout cas théoriquement, mais j'espère pas que théoriquement, une meilleure circulation des données, notamment au sein de l'Union européenne. Et la CNIL a organisé un colloque l'année dernière sur le sujet, où on avait invité d'ailleurs la présidente de l'autorité de la concurrence. Et puis tout le squelette, en quelque sorte, l'ossature du droit de la protection des données, il est fait pour que l'utilisateur, et donc je dirais le consommateur, s'il faisait du droit de la concurrence, ait un choix quand on cherche à minimiser les données qui sont collectées, quand on dit qu'il ne faut pas les conserver trop longtemps, c'est bien pour lutter en quelque sorte contre des positions acquises. Quand on insiste sur la transparence des données, que l'utilisateur sache
par qui ces données sont collectées, pour quelles raisons, pendant combien de temps. Quand on insiste, que fait beaucoup la CNIL, y compris en matière d'accompagnement, en discutant avec les développeurs sur une plateforme qu'on a créée, quand on insiste sur le design des interfaces, pour que la protection des données soit incluse dès la conception, c'est bien pour que l'utilisateur il ait un choix, et un choix qui soit éclairé, un meaningful choice, comme disent nos amis anglo-saxons, en quelque sorte. Et ça, c'est un levier, me semble-t-il, d'innovation et de concurrence. Voilà, je pourrais continuer, mais je crois que Cyril Pifot pourrait, à juste titre, m'en vouloir beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter, si ce n'est vous dire un grand bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être là, et moi j'espère que ce ne sera pas la dernière conférence en présentiel qu'on a avant quelques mois, mais en tout cas il faut en profiter à fond. On a échappé belle là, je pense qu'à 1 ou 2 semaines près, je n'étais pas sûr qu'on maintienne cet événement. Donc... Voilà, donc profitons-en. Je voulais juste souligner ce que disait ma camarade, ce qui est vraiment très très important dans le RGPD, c'est que intrinsèquement c'est un règlement qui est pro-concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'il donne le choix et l'accès à l'information aux consommateurs et à un individu. Et aussi, il y a des mécanismes qui restent à parfaire, mais qui permettent en fait de baisser les coûts de basculement pour un consommateur pour aller d'une plateforme à une autre avec la portabilité. Et ça, c'est vraiment 2 points qui sont essentiels dans le RGPD. Alors, il y a 4 points de contact entre disons, la politique de concurrence et puis la politique de protection des données personnelles, c'est 2 politiques publiques qui visent des objectifs qui ne sont pas exactement les mêmes et qui ont des philosophies de régulation qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais il y a quand même des points de contact, comme il peut y en avoir avec entre pas mal de politiques publiques. Ces points de contact, très brièvement, et Marie en a cité quelques-uns, c'est, premièrement, lorsque des entreprises doivent réaliser une obligation légale de protection des données, par exemple, mais qu'elles ont un choix dans les modes de réalisation. Il y a certains modes qui peuvent créer des barrières à l'entrée pour des concurrents, et d'autres choix qui peuvent créer moins de barrières à l'entrée, ou au contraire qui peuvent faciliter l'accès des concurrents. Et là, il y a une sorte de droit de regard ou d'une autorité de concurrence qui doit être informée par un dialogue avec les autorités de régulation des données personnelles. Second point de contact, c'est lorsque l'accès à des données en fait, permet à des entreprises d'exercer une pression concurrentielle. Donc un cas classique, c'est celui des vieux monopoles qui sont dérégulés ou régulés de façon à ce que des nouveaux entrants puissent rentrer sur le marché. Mais ces nouveaux entrants, pour qu'ils puissent qu'ils puissent essayer de convaincre des clients, il faut qu'ils puissent avoir accès à ces clients. Donc c'était le cas de cette affaire en 2013, et une affaire sur laquelle on est en train de travailler qui touche à peu près à la même problématique. Dans tous les cas, en fait, il faut toujours dialoguer avec la CNIL pour pouvoir essayer de s'assurer que les remèdes qu'on va essayer de dessiner puissent être des remèdes qui soient en conformité, doivent être en conformité avec la protection des données personnelles. Un autre exemple qui est très actuel, c'est qu'on voit qu'il y a maintenant ces plateformes numériques qu'on peut compter sur le doigt d'une main ou de 2 mains, dont le pouvoir de marché repose essentiellement sur des bases de données. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces bases de données ? Ce sont essentiellement des données personnelles. Elles sont percolées petit à petit dans quelque chose qui est plus aggloméré, mais c'est quand même à la base de données personnelles. Comment faire pour baisser les barrières à l'entrée ? Comment faire pour instaurer des remèdes d'interopérabilité tout en préservant la protection des données personnelles ? 2e point de contact. 3e point de contact, c'est quand la protection des données personnelles, au-delà des obligations légales, devient un paramètre de concurrence. Et ça, on le voit de plus en plus. On a une numérisation de l'économie, d'un côté, mais d'un autre côté, on a aussi nos grandes plateformes qui s'exercent de la concurrence les unes par rapport aux autres. J'aime toujours prendre cet exemple de Facebook, qui, quand elle est arrivée sur le marché, qui essaie de prendre des clients au détriment de MySpace, disait MySpace, c'est tout pourri, ça protège absolument pas les données personnelles. Moi, je sais faire ça. Bon, voilà où on en est aujourd'hui. Le 4e point de contact, c'est l'exemple de la décision Facebook là, du Bundeskartellamt, bravo pour la prononciation. Moi, je ne sais pas le prononcer. Qui disait en gros, voilà, si jamais manifestement vous êtes en infraction du RGPD, et ça pourrait être une autre politique publique en réalité. Si vous êtes manifestement en infraction du RGPD, ça peut être considéré comme un abus d'exploitation. Je ne rentre pas dans la technique du droit de la concurrence, mais en tout cas, ça peut être considéré comme un abus. Cela dit, évidemment, pour pouvoir constater qu'il y a une infraction manifeste, il faut quand même un certain savoir-faire, et une autorité de concurrence, normalement, n'est pas équipée pour faire ça. Ce qui
touche encore de la nécessité d'avoir une coordination et un dialogue appuyé avec l'autorité de régulation des données. Merci beaucoup. Vous souhaitiez réagir ? Non, c'est bon. Merci. Entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'Henri a dit qu'on n'avait quand même pas les mêmes objectifs, même si on interagit beaucoup, parce que, évidemment, l'autorité de la concurrence cherche, comme son nom l'indique, à animer les marchés concurrentiels, économiques, alors que nous, on est chargé de défendre un droit fondamental parmi d'autres, qui est celui de la protection de la vie privée. Donc c'est vrai qu'à certains moments, on ne poursuit pas non plus le même objectif. Alors justement, pour rentrer un peu sur des points particuliers, et notamment le sujet du privacy washing, vous avez dit que c'était un droit fondamental, ça me rappelle... Ah, le privacy washing, peut-être pas, non. Non, pardon, effectivement. La vie privée, ça me rappelle l'utilisation à des fins marketing d'un grand acteur qui le dit souvent, que c'est un droit fondamental. Nous, ce qu'on sait, c'est que les entreprises ont pour but premier, et notamment les premières valorisations boursières du monde, de faire du profit. Et ce qu'on voit sur notre marché, et sur les grandes plateformes que vous avez pu citer, vous remarquerez que deux vivent quasiment exclusivement de la publicité en ligne. Une autre se lance, Apple, estimant entre 2 milliards et une projection à plus de 20 milliards dans les 5 prochaines années, ce qui est déjà plus gros que la plus grande entreprise européenne de publicité en ligne. Et la troisième, Amazon, est devenue le troisième acteur de la publicité en ligne. Donc, c'est très lié quand même à notre marché, et donc il y a cette tentation, et on se dit là, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre vous? D'un côté, il va y avoir un changement technique, par exemple Apple ATT, mais ça peut être d'autres changements, et en tant que régulateur sur les données de la vie privée, j'imagine qu'on peut se dire, bon, bah, j'applaudis, moins de données personnelles, c'est bien. Et de l'autre côté, ça peut bousculer totalement un marché, et en fait, c'est fait totalement eh bien, pour servir leurs propres intérêts. C'est le sujet du privacy watching qui devient culminant. Comment, alors que chacun est dans sa fonction finalement, comment prendre ça en compte? Bon, je vais me lancer. Donc, c'était un peu le premier point de contact que je mentionnais. C'est-à-dire que pour arriver à... Et ça touche aussi le troisième d'ailleurs. Mais pour arriver à respecter un droit fondamental ou même pour fournir une protection supplémentaire, une entreprise a toujours des marges de manœuvre. Elle a différentes façons de le faire, ce qui peuvent avoir un impact ou non sur la structure de la concurrence et la possibilité pour les tiers d'exercer une pression concurrentielle. Après, ces entreprises ont un espèce de cœur de réacteur, on va dire, qui fournit de l'énergie, pour poursuivre cet exemple nucléaire, qui fournit de l'énergie à un certain nombre d'autres activités qui sont dans la constellation autour, dans l'écosystème. Et on peut se poser la question de est-ce que les étoiles dans la constellation autour de ce cœur de réacteur devraient être traitées de la même façon qu'un tiers ou pourrait avoir un droit équivalent à ce cœur de réacteur en termes d'accès aux données personnelles, le partage des données personnelles. Parce qu'évidemment, le grand risque de donner une sorte de droit de régulation de protection des données personnelles à des écosystèmes et de renforcer l'absence de porosité des écosystèmes entre eux et à rendre beaucoup plus difficile en fait l'expression de concurrence sur le marché. Donc ça c'est un peu la question qu'on va devoir se poser sur des cas à venir. On peut faire un parallèle avec la décision Google Shopping qui a été confirmée par le tribunal de l'Union européenne il y a 2 semaines, où la question qui était posée ici, c'était une question de self-preferencing. Autrement dit, Google privilégiait son offre Google Shopping par rapport à des concurrents qui permettaient de faire le même ordre de comparaison des offres marchandes. Et on peut imaginer que le même genre de problématique pourrait être copié-collé à la problématique de protection des données personnelles.
Non, mais je partage tout ce qu'a dit Henri, et puis j'aurais du mal à être aussi poétique pour continuer dans l'intervention intergalactique, en quelque sorte, mais de façon beaucoup plus prosaïque, je dirais que je comprends très bien cette tension, et je comprends très bien d'ailleurs voilà, les arguments des acteurs que vous représentez de ce point de vue-là. La seule chose que je peux dire, c'est que le RGPD, comme vous le savez, il a un caractère extraterritorial, ce qui n'est pas si fréquent quand même en ce qui concerne le droit européen. Et ça, c'est quand même un langage que comprennent très bien les acteurs américains notamment. Et très concrètement, nous nous intéressons aux grandes plateformes numériques. Depuis que le RGPD est rentré en vigueur il y a 3 ans et demi, il y a eu 9 décisions contre des GAFAM, entre guillemets, enfin contre un ou plusieurs des GAFAM à l'échelle des autorités de protection des données. De mémoire, 5 contre Google, dont 2 d'ailleurs du fait de la CNIL, 50 millions en janvier 2019 et 100 millions d'euros en décembre 2020. 2 contre Amazon, une très significative de la CNIL luxembourgeoise l'été dernier à hauteur de 746 millions d'euros, à laquelle la CNIL a considérablement contribué, que ce soit dans ses équipes de contrôle ou autres. Et une de la CNIL de 35 millions d'euros en décembre dernier, une contre WhatsApp et une contre Facebook. Alors, ça fait un total de 1,160 millions d'euros d'amende au niveau des autorités de protection de données depuis 3 ans et demi. Alors, par rapport aux chiffres que vous avez cités, Nicolas, de valorisation de ces entreprises, je vois tout de suite l'argument qui... On peut se dire, bon, ces entreprises, d'une certaine façon, elles peuvent acheter en quelque sorte leur non-conformité, puis il y a des actions devant les régulateurs, et puis alors, tous les 2 ans, tous les 3 ans, elles passent un peu à la casserole, et and so what, quoi, en quelque sorte. Mais quand même, maintenant, indépendamment, en plus du fait qu'avec le RGPD, il y a des plaintes collectives, et qu'il y a un enjeu de réputation, et si vous parlez de privacy washing, c'est bien que la privacy, c'est un facteur concurrentiel distinctif, et que ça commence à peser dans les choix. Maintenant, les régulateurs ont aussi la possibilité de prononcer des sanctions, enfin, avec des injonctions sous astreinte. Et très concrètement, nous, on voit dans les décisions qu'on a prises que les comportements de ces acteurs ont changé. Enfin, sur les points sur lesquels on s'était prononcé. Donc c'est quand même ça le but. Et donc pour vous dire qu'après, évidemment, il faut que les autorités de protection des données aient naturellement... à l'esprit d'essayer de ne pas aggraver des distorsions concurrentielles qui existent, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux grands acteurs du numérique, y compris en ce qui concerne la privacy et l'éventuel, ça je vous laisse la responsabilité, privacy washing. Mais est-ce que le problème, finalement, ne vient pas du mécanisme européen? Et c'est quelque chose que je pense qu'on doit reconnaître aux interprétations de la CNIL, c'est que tout le monde est un peu dans le même bateau. Sur l'interprétation, on le voit dans le cas Apple, il y a une lecture-écriture, je dois demander un consentement, c'est vrai pour d'autres acteurs, mais ce n'est pas forcément la vue de tous les d'autres Data Protection Authority en Europe. C'est le problème du guichet unique et qui crée une distorsion de concurrence entre les différents pays européens. Donc on a des exemples très concrets, on sait l'interprétation de la CNIL, voilà, est une des plus strictes en Europe. On a eu beaucoup de discussions sur ces sujets dans le passé. Je pense que maintenant on a une relation plutôt apaisée et que les médias français et les acteurs ont mis en place, vous l'aviez soulevé dans une interview, eh bien, les nouvelles directives sur les cookies. Mais par contre, on a l'Irlande, par exemple, qui va considérer que le contrat est une base légale OK. L'Espagne qui va expliquer qu'on n'est pas obligé de mettre un bouton refusé en première page, ou voilà, ce qui est aussi la vue de d'autres Data Protection Authorities. Donc comment éviter un espèce de forum shopping des sociétés, et je vais le dire, on aimerait pouvoir être aussi à la même enseigne, et finalement, en tant que société basée en France, est-ce que finalement on n'est pas désavantagé? Il n'y a pas un sujet concurrentiel? Et puis aussi, je suis une entreprise étrangère et je veux investir et choisir où est mon siège social. Est-ce que je choisis aujourd'hui la France
Est-ce que je ne me dis pas que je serais mieux en Espagne ou en Irlande? Il y a un peu la réponse évidemment dans ma question, mais c'est un risque. Est-ce qu'il n'y a pas un échec ici du RGPD, qui est une régulation qui a été faite justement pour que la règle soit la même pour tout le monde, et finalement pose des questions de concurrence? Donc c'est la question du guichet unique. Ça, je crois que c'est pour moi. J'en ai peur. J'ai prononcé le mot concurrence a été prononcé plusieurs fois, donc sentez-vous libre. Non, d'abord, je voulais vraiment souligner effectivement la qualité de la concertation, même si elle a été parfois un peu virile, entre guillemets, mais la qualité de la concertation qui a été longue, mais qui, je pense, a été... Tout à votre honneur et déclenché d'ailleurs à votre arrivée. Oui, non, mais je vous remercie, mais vous en étiez demandeur et on a eu des vrais interlocuteurs et je pense que ça a permis d'avancer de part et d'autre. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a globalement un grand esprit de responsabilité, en tout cas, et d'effort que je ne sous-estime pas du tout, de mise en conformité du secteur. Alors maintenant, en ce qui concerne le forum shopping, c'est vrai qu'il y a quand même des règles dans le RGPD et c'est pas que pour des raisons climatiques, effectivement, j'imagine, mais il y a un certain nombre de très gros acteurs qui sont installés à Dublin. Tout ça est supposé répondre à des critères objectifs de lieu de traitement, en tout cas de lieu où il y a des décisions qui sont prises par rapport au traitement de données. Bon, ce guichet unique, c'est quand même une bonne chose en soi, parce qu'il ne faut pas non plus que le sujet que vous évoquez, il cache un peu la forêt de l'intérêt pour les acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, d'avoir un seul interlocuteur au sein de l'Union européenne pour évoquer ces questions de protection des données et qu'elles n'aient pas 27 interlocuteurs. Le problème venant des interprétations différentes. C'est vrai, c'est vrai. Alors l'intérêt notamment des décisions qui sont prises suite à des plaintes, etc., en coordination, c'est précisément d'essayer de lisser autant que possible. Finalement, ce RGPD, il n'a que 3 ans. Il faut en moyenne 2 ans pour qu'une plainte au niveau européen, où il y a 20% de nos plaintes qui sont traitées au niveau européen, aboutissent. C'est vrai qu'en quelque sorte, avec beaucoup de sujets différents, il y a quand même une doctrine qui met un peu de temps à se construire. Mais déjà, si on essaye de voir le verre à moitié plein, en l'espace de 3 ans, je crois qu'il y a eu à peu près 280 décisions qui ont été prises dans le cadre de la coopération. C'est pas tout à fait rien. Comment ça fonctionne quand il y a une coopération? Est-ce que vous avez un droit de veto? Est-ce que c'est un consensus? Est-ce qu'à la fin, c'est le guichet unique qui a raison parce que... Alors justement, nous, et de plus en plus, après la phase un peu de, je dirais pas de tâtonnement, mais de début où on pouvait se dire, une autorité comme l'autorité irlandaise notamment, elle a quand même beaucoup de plaintes, relativement peu de ressources, il y a quasiment tous les GAFAM à traiter, sauf Amazon pour Luxembourg et puis quelques-uns pour les Pays-Bas. Là, je dois dire qu'on est quand même un certain nombre à être très déterminés, et on l'a déjà montré, à utiliser les mécanismes du RGPD, notamment, sans être trop techno, entre guillemets, il y a un article 65 du RGPD qui permet d'obtenir une décision prise à la majorité des 2 tiers, pour répondre à votre question, suite à des objections que certaines autorités de protection des données peuvent prononcer, par exemple sur un projet de décision de l'autorité irlandaise, où on va dire, ah ben non, ça, le montant n'est pas assez élevé, ou vous avez oublié un manquement, mais pourquoi vous avez laissé celui-là de côté, etc. Et donc du coup, ça monte au CEPD, ce comité européen des protections des données, la réunion des CNIL européennes, et on peut imposer du coup à la majorité des 2 tiers une décision à une autorité de protection des données par rapport à son projet de décision. C'est ce qui s'est passé assez récemment pour Twitter à propos d'une violation de données. Alors pas pour des montants considérables, parce qu'une violation de données, c'était pas non plus... enfin, c'est pas rien. Hein. Nous, on est très attentifs à la cybersécurité, mais après, il y a violation et violation. Je voudrais surtout pas qu'on sous-interprète mes propos, alors que je passe une grande partie de mon temps justement sur la cybersécurité, qui je pense est un enjeu absolument essentiel. Mais tout ça pour vous dire qu'on est assez déterminé à faire fonctionner encore mieux le guichet unique que ce qui peut fonctionner aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Vous souhaitez apporter un commentaire? Je voulais juste souligner qu'il y a plusieurs mécanismes de coordination au niveau européen pour un certain nombre de droits. Si on prend le droit de la propriété intellectuelle, si je peux utiliser un terme un peu vulgaire, c'est un bordel total. Alors, et vous êtes très très bien traité si vous comparez le droit de propriété intellectuelle par rapport au RGPD. Par contre,
pour ce qui concerne le droit de la concurrence, il y a un mécanisme qui est beaucoup plus centralisé et qui est beaucoup plus fluide, mais c'est aussi le produit d'une coordination qui date depuis 1962. Voilà. Alors que les sujets liés à la vie privée sont, en tout cas informatiques, très récents. Sont très récents. Merci beaucoup. On peut d'ailleurs peut-être maintenant parler de vos collaborations possibles. On a vu au niveau européen des choses aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Un rapport, on est en train de dépasser. Ouais, j'ai vu. Mais c'est intéressant. Donc on a encore deux questions. Donc ça va aller. Merci Charlotte. Parce que vu que tu es dans mon dos, je te voyais pas. On a vu le rapport de l'AECO, donc la CNIL du Royaume-Uni, et puis de la CMA, un rapport qui d'ailleurs pointe le fait que les synergies sont totalement possibles et que les tensions qu'on a évoquées eh bien, sont pas obligatoires, et pointe le risque notamment de self-preferencing. Est-ce que dans les mois à venir, les années, est-ce qu'il y a des choses en cours? Est-ce que voilà, il y a des collaborations qui sont prévues sur ces sujets? En tout cas, donc c'est vrai, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et c'est assez récent, hein, le forum en quelque sorte qu'ont créé à la fois les Pays-Bas et, enfin plus récemment, et il y a un peu plus d'un an, effectivement les Britanniques, donc avec des échanges extrêmement réguliers sur le fond à la fois de l'autorité de la concurrence britannique, à la fois de l'ICO, notre homologue, et puis plus récemment d'ailleurs visiblement de l'Ofcom, enfin le CSA en quelque sorte local, pas simplement le CSA d'ailleurs, et même très récemment l'AMF local. Et c'est un peu le même schéma aux Pays-Bas. Et quand l'autorité de la concurrence aura un président, en tout cas, naturellement, j'échangerai avec lui ou elle, mais je crois comprendre que c'était plutôt lui, pour dépasser la coopération déjà très régulière qu'on a et un peu ponctuelle, c'est-à-dire par exemple, en tout cas de ce que je sais depuis que je suis à la CNIL, on a déjà rendu plusieurs avis auprès de l'autorité de la concurrence sur des décisions qu'elle a prises ou qu'elle peut s'apprêter à prendre. On a institué aussi des formations croisées, très concrètement, mais vraiment plusieurs fois par an, où des agents de la CNIL échangent avec les agents de l'autorité de la concurrence en matière de contrôle, en matière d'objectifs, en matière de droit, donc ça c'est important, mais je pense qu'il faut aller au-delà effectivement, de façon un peu plus structurelle, peut-être faire des études et des analyses conjointes, peut-être avoir des expertises conjointes sur certains sujets. On a des experts des deux côtés maintenant, qui je pense trouveraient grand intérêt à travailler ensemble, et puis peut-être même avoir mais ça j'ose dire ça devant des responsables de traitement, mais peut-être de donner, peut-être avoir des alertes croisées sur des sujets qu'on peut voir les uns et les autres en fonction de nos domaines d'activité et des domaines de contrôle. Donc moi j'y serais vraiment favorable. Je pense qu'il faut, on ne cherche pas du tout à faire de la régulation en silo, mais on voit bien que pour attraper, entre guillemets, je dis pas ça de façon négative, mais disons pour appréhender l'écosystème numérique et notamment les grands acteurs, il faut vraiment faire une interrégulation qui aille au-delà des mots. Je pense que ça sera très important que les futures législations européennes qui sont en cours, le DMA, le DGA, le DSA, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, etc., précise bien quand même quelles sont les coopérations entre les autorités qui sont en charge de faire appliquer les mesures qui seront ou les dispositions qui sont dans ces projets de législation, parce qu'on a tous le mot d'interrégulation à la bouche, mais il faut quand même que les choses soient un peu prévues et gravées dans le marbre à un moment. Mais, vous voulez... je suis complètement d'accord. J'ai vraiment rien à ajouter. Enfin, il y a vraiment des économies d'échelle d'envergure à travailler ensemble, parce que finalement on traite, je dirais pas des mêmes sujets, parce que c'est pas les mêmes politiques publiques, mais on traite des mêmes faits et des mêmes problématiques, mais vus sous des angles différents. Et on a tout à gagner à mettre nos forces en commun. Et on voit ça, on a vu ça au Royaume-Uni. Il y a ce statement commun de l'ICO et puis de la CMA qui est vraiment très intéressant, parce qu'il est honnête. D'un côté, il dit voilà,
on a beaucoup de choses en commun, mais en même temps, parfois, on peut avoir des tensions et on a tout à gagner à travailler ensemble. Il y a un forum qui a été créé au Royaume-Uni aussi, justement, pour essayer de travailler ensemble, mais pas seulement ces deux autorités de régulation, mais d'autres autorités de régulation. On voit la même chose aux Pays-Bas. J'étais ces 2 derniers jours en dialogue avec des autorités de concurrence d'autres nations du monde, et en fait elle disait qu'elle faisait face exactement aux mêmes enjeux et qu'elles essayaient d'y répondre de la même manière en mettant leurs forces en commun, en essayant d'éviter des régulations en silo face à des problématiques qui sont en fait très, très jointes. Donc que ce soit il ou elle qui soit nommé comme futur président, désolé si c'est un manque de parité, parce que c'est pas ma faute en tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel on va continuer à travailler. Merci beaucoup. Une avant-dernière question, avant de passer à la dernière, mais qui est hyper rapide. Oui, vraiment, viens t'asseoir avec nous. Charlotte, excuse-moi. Une question pour Marie Lordini sur le sujet du projet de loi e-privacy. Il y a une disposition qui nous inquiète sur ce projet de loi, c'est le consentement au niveau des navigateurs, en tout cas aussi au niveau des OS également, voilà, au niveau des gatekeepers. Évidemment, parce qu'on l'a cité, ce sont des acteurs qui font partie de notre industrie. À l'époque, parce que c'est un projet de loi qui n'aboutit pas, ça fait quelques années qu'on en discute, on était évidemment très inquiets. Et dans les exemples qu'on prenait, on prenait l'exemple par exemple d'Apple et on expliquait que imaginez si Apple devait demander le consentement, imaginez comment il le ferait, et ça serait sans doute défavorable pour nous. Bon, finalement c'est arrivé voilà, avant qu'une loi ne passe. Ici, là, il y a eu une vraie tension puisque l'autorité de la concurrence il y a une demande du gouvernement français et un avis rendu par l'autorité de la concurrence en 2018 qui a indiqué que justement c'était plutôt une mauvaise idée de demander le consentement au niveau des navigateurs parce que ça créerait une disparité et qu'il valait mieux demander site par site pour que tout le monde soit au même niveau. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être pris en compte, et quelle est votre position aujourd'hui sur ce sujet du consentement au niveau des gatekeepers ? Alors, l'article 10 du projet de règlement e-privacy, qui effectivement, projet de règlement qui reste un projet depuis quelques années. Ça aurait dû arriver normalement en même temps que le RGPD. Exactement, a un double objectif, d'une part à l'égard des utilisateurs pour leur permettre d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs données, notamment quand celles-ci sont collectées au moyen de traceurs au cours de leur navigation en ligne. Et puis d'autre part, l'autre objectif qui est affiché, en tout cas par cet article, c'est de faciliter ou la mise en conformité des sites web et des applications mobiles en mettant à leur disposition des solutions notamment techniques qui diminuent, c'est l'objectif, hein, après il est discutable, mais qui diminuent la complexité technique du recueil d'un consentement valable, hein, parce que c'est ça l'objet, et aussi qui s'assure que le choix des utilisateurs il soit contraignant pour toutes les parties, pas simplement pour les éditeurs, mais aussi pour les plateformes qui fournissent les navigateurs, afin de créer des conditions de concurrence équitables et pour l'ensemble des acteurs. Alors, le Comité européen de la protection des données, donc encore une fois, cet ensemble des CNIL européennes, a eu plusieurs fois l'occasion de s'exprimer dans des avis sur le sujet. On comprend bien qu'il y a un équilibre à trouver, naturellement, à la fois pour concilier, comme toujours, les intérêts en présence, à la fois bien protéger les données des utilisateurs et de tenir compte des intérêts légitimes des professionnels. Donc le choix, il appartient maintenant aux co-législateurs, en quelque sorte. Voilà, visiblement, c'est très débattu et ça l'est encore. Donc je ne peux pas en dire tellement plus. Je ne sais pas si... Non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'on fait du surplace depuis 3 ans. Oui, effectivement, le sujet n'avance pas. Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est ma dernière question et en plus elle est rapide. Vous allez en plus peut-être pas pouvoir nous répondre, mais on se devait de la poser parce qu'effectivement ça nous intéresse beaucoup. Il y a 2 plaintes en cours, je signalais tout à l'heure. Une qui nous fait beaucoup de mal en ce moment puisque les médias français au sein des applications iOS perdent 50% de leurs revenus depuis la mise en place d'ATT et on a vu que Apple a gagné des parts de marché entre-temps. Et donc ça c'est chez vous, Monsieur Pifot. Et puis il y a évidemment la plainte de France Digital contre Apple, également pour non-respect et violation d'e-privacy. Quand pourrions-nous espérer une décision ? Alors, en ce qui concerne la vôtre de plainte, si j'ose dire. Après, je dirais pour les la deux, mienne. les deux. Moi, j'ai une réponse facile. Il y a à l'autorité de la concurrence une séparation entre l'instruction et la décision. Et actuellement, le dossier est à l'instruction. Non, mais évidemment, le plus rapidement possible. C'est impossible, mais c'est impossible de donner plus de précision que ça. Isabelle de Silva avait indiqué qu'elle espérait quelque chose en fin de cette année. A priori, effectivement, ça n'arrivera pas, mais merci de cette réponse. C'est effectivement le plus rapide, le mieux pour nous. Donc nous, on a été saisis il y a quelques mois effectivement par France Digital, donc un autre plaignant sur le même acteur, sur un périmètre différent, même si j'ai bien compris que les sujets sont... voilà, il y a des points d'adhérence. Mais donc ça, c'est la question du consentement, effectivement, valable sur les traitements qui bénéficient à Apple. C'est pas la sollicitation ATT. Et nous, ce qu'on espère, ou ce qu'on prévoit, mais sans engagement ferme, entre guillemets, c'est qu'on serait heureux qu'il y ait une décision qui soit publique, enfin qui soit publiée, en tout cas qui soit connue, si elle est publique, avant la fin du premier semestre 2022 et idéalement avant la fin du printemps 2022, si je mets un peu plus de pression. Voilà. Aussi. On a bien noté. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Et je sais que c'est compliqué. L'exercice est difficile, mais évidemment. Mais comme je sais que vous m'invitez que tous les 2 ans, oui. en gros, on vous invite chaque année, mais parfois il y a le Covid entre-temps. Donc, vous avez double temps. Et oui, on a doublé. Je vais me faire complètement taper sur les doigts. Pas du tout. Merci à tous les 3 pour la qualité de cet échange de clôture. C'était tout à fait passionnant. Merci Nicolas de l'avoir animé.